Bonjour et bienvenue à vous. Bien entendu, vous êtes sur Canal Algérie dans votre matinale Bonjour d'Algérie. Nous sommes le jeudi 25 mai et aujourd'hui, comme chaque semaine, nous commencerons bien entendu notre parcours avec Mina Abed qui nous donnera les nouvelles du ciel et bien entendu aussi l'agenda culturel. Et nous continuerons, nous parlerons donc de prévention routière et nous recevrons Samir Khmissi qui viendra nous parler d'une formation qui va se dérouler donc dans les jours à venir en parlant de prévention routière. Et nous recevrons aussi donc le professeur Jamel Eddine Nibouche. Lui nous parlera de l'hypertension artérielle, une maladie qui touche énormément d'Algériens et surtout un fléau mondial. Alors nous continuerons pour parler cette fois-ci de peinture, d'art et nous aurons le plaisir de recevoir Rosa Bouali donc, qui nous vient de Tizi Ouzou et elle nous parlera de son exposition qui se déroule à la Maison de la Culture Mouloud Mamri. Et bien entendu, nous finirons en musique puisque nous irons découvrir, en fait, plutôt l'artiste viendra ce matin sur notre plateau pour nous parler de son concert qui va se dérouler ce soir. Et c'est Al-Awthar El-Andalous, elle nous dira tout sur son concert de musique. Et bien entendu, nous allons d'abord découvrir les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mariam. Comment Bonjour à vas-tu? tous. Ça va? Très bien. Très bien. Moi, je vais extrêmement bien ce matin. À cause de la pluie? Oui. Oui, ça fait du bien. Hein. Bah, beaucoup de pluie, on a eu beaucoup de bien. pluie, ouais. Oui. Ouais. Franchement, je pense que depuis le début de l'année, c'est la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue. C'est vrai. Donc, comme ça, avec des petits moments où je me réveillais, j'entendais la pluie qui n'était ni trop forte ni trop douce. C'était parfait. Ça apaise. Effectivement, ça apaise et Je ça confirme. endort. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, la pluie va continuer, Ça Mina? va continuer encore aujourd'hui, oui. Très Ça va bien. continuer. On va découvrir tout de suite plus de détails. Beaucoup de pluie. Effectivement, notamment à l'est du pays, des averses tout au long de la journée. Quelques pluies, ça va continuer encore vers la partie centre avec une petite amélioration. À partir de l'après-midi, sur les régions sahariennes, beaucoup de soleil. Sur le nord Sahara ou encore les oasis, le Sahara oriental, et puis un ciel partiellement voilé. Sur le sud-ouest, la Saoura, l'extrême sud, le Sahara central, le Hogar et le Tassili. Et puis bien sûr, on notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest et la Saoura. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 21 degrés. Du côté d'Alger, 20 degrés à Annaba, on notera 19 degrés à Constantine, 24 degrés à Oran, 20 degrés à Djelfa, 31 degrés à Gardaya ainsi qu'à Hassim Saoud. On notera 32 degrés à Béchar, 32 également à Tindouf, 36 à Adrar, 37 degrés à Insalah et enfin la maximale atteindra les 43 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on entrera une mer plutôt calme vers les côtes ouest, peu agitée sur le centre et l'est, avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est, et entre 20 et 30 km/h sur la partie centre. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc c'était les nouvelles du ciel. Donc là, encore un petit peu de pluie, elle est la bienvenue. Il faut savoir qu'elle a réjoui tout le monde, elle était tant attendue. On en avait besoin. Effectivement, on en avait besoin. Plus ce qui est agréable, c'est que, bon, je parle au niveau d'Alger, après les autres régions d'Algérie, c'est que c'est une pluie fine qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas fait c'est pas une pluie torrentielle, effrayante ou Non, pas trop, mais il y a eu quand même quelques inondations dans certaines régions. Dans certaines régions. Quelques inondations, oui. D'accord, on reviendra peut-être sur ça plus tard. Mina Abed, je te propose de démarrer l'émission avec donc une chanson de Abdullah El-Kurd et ça s'appelle Fi Dhlam Lil. On regarde et on revient.
Mina et moi. Oui, j'ai bien aimé. Très original. Oui, oui. Effectivement. Voilà. Le look un peu rétro. C'est ça, donc franchement, tous les détails y étaient. Hein. On se Ça change un petit peu. vraiment dans les années 90. Exactement, oui, Voilà. franchement, oui. Donc voilà. On continue, Mina, donc avec le programme. Exactement. De la semaine, des sorties, sorties cinéma, théâtre, expos, qu'est-ce qui s'ensuit? Bon, théâtre, pas trop cette semaine. Hein. C'est plus des expositions, concerts, cinéma, bien sûr. Et cinéma. Chaque semaine, on a une petite sortie. Je crois qu'il y a un beau film qui va sortir cette semaine. Un film d'animation. Il est déjà sorti. Si on parle du même, il est déjà sorti. D'accord, vas-y, tu nous diras tout, toi. Il vaut mieux. Du même. Si on parle du même, on verra. Quand tu donneras le titre, je te dirai. Voilà, allez, je donnerai à la fin. Très bien. Alors, bonjour à tous. Ça, on commence avec les expositions. Des expositions qui se poursuivent. Une belle exposition. Toujours une amitié à l'épreuve du temps. L'exposition de Zerarti Arsri qui se poursuit jusqu'au 10 juin hein, à la galerie Le Pan de Riyad El Fath. Une très, très belle exposition à découvrir hein, si vous n'êtes pas encore parti la voir. Une autre exposition qui se poursuit toujours, hein, les Khizanat, les réserves des manuscrits. Ça se poursuit au musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie au niveau de la Casbah d'Alger. Une très belle exposition jusqu'au 17 juin. Une petite nouveauté pour cette semaine, hein, une exposition, l'exposition Fantasia algérienne, patrimoine de fierté. C'est une exposition qui se tient au niveau d'Oran, une exposition au musée d'art moderne d'Oran. C'est une exposition qui regroupe 76 toiles de 6 artistes différents. Donc une très belle exposition à découvrir. L'exposition Evanescence se poursuit toujours, hein, donc c'est une belle exposition à voir et à revoir. Et on continue avec les concerts de ce week-end. Donc on commence avec le concert de Nawel Mebarak, une très belle artiste. Hein. Très belle artiste, oui. Une excellente artiste avec une voix juste magnifique. Donc un concert de Nawel Mebarak le 26 mai à la salle Ibn Zaydoun à partir de 19h. Et Badja Rahal est de retour pour un concert le 16 juin à partir de 19h30 cette fois-ci, toujours à la salle Ibn Zaydoun. On termine pas encore, on a droit à une vente dédicace du livre Les Magots Vampires hein, de l'auteur d'Hollywood. C'est une vente dédicace qui va se tenir du côté de Blida, et plus précisément à l'école Crescendo de Blida. Et la sortie cinéma de cette semaine, Mariam, tu devines un petit peu film d'animation. Dis-moi. Souzoum, voilà, c'est ça? C'est exactement ça. J'avais oublié le nom. J'attendais que tu me donnes toi. Effectivement, Souzoum. Donc j'ai vu hier. Voilà, donc l'affiche. Moi qui suis fan de films d'animation, moi aussi, hein. Il est clair que fin de semaine, je serai là-bas. Oui. Ben voilà. Donc après les compositions, les enfants sont encore en période d'examen. Donc après exactement. Mais bon, on va dire que c'est pour les adultes. Bah bien sûr. C'est bah oui, j'ai regardé mon voisin Totoro, donc je ne vois pas pourquoi. Ah bah j'adore. Ben, ça va alors. J'adore. Donc je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts, toi et moi. On a à peu près les mêmes goûts, surtout côté manga. Donc voilà, peut-être qu'on se retrouvera là-bas, salle de cinéma, hein, Popcorn et compagnie. Oui. Très bien. Deux adultes qui vont aller voir un film d'animation, donc Souzoum, en ce moment au niveau salle de cinéma hein, de Riyad El Fath. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, ça sera tout pour cette semaine? C'est tout pour cette semaine. Très bien, donc rendez-vous fin de semaine, toi et moi. Hein? D'accord? Rendez-vous fin de semaine. Rendez-vous fin de semaine pour aller voir Souzoum. Très bien. Alors, on continue. Donc, Bonjour d'Algérie continue ses programmes. Pardon, Mina, je ne t'ai pas dit merci, je ne t'ai pas remercié. Merci. Bah oui, et à je demain. Me disais aussi, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, il manquait quelque chose. Je disais, ah non, il y a quelque chose que tu as oublié, un détail. Quelque chose qui manque. Merci beaucoup, Merci Mina. Et à demain, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Donc, on continue notre programme. Donc, on continue avec un sujet de Naïm Al-Walish qui nous propose de découvrir le fort de Temenfoust. Par son architecture antique qui en impose, le fort de Temenfoust domine toute la baie est d'Alger. Construit au XVIIe siècle par les Turcs, ce fort était bien connu des marins et autres navigateurs.
Ce fort a été bâti en 1661 par Ramadan Agha à l'époque du règne d'Ismaïl Pacha. Et sa fonction était la protection et la sécurité justement de toute la côte d'Alger. Le nom Temenfoust nous vient justement du mot berbère, la main droite, parce que la baie d'Alger est comme ça, donc on avait la main droite qui protégeait la main gauche. Ce fort actuellement est devenu un musée avec 3 salles d'exposition, une salle romaine, une salle de la période islamique, ottomane donc, et une salle préhistoire où on peut voir des archereaux, des pointes de flèches et même des bifaces. Ancien comptoir commercial phénicien, ce fort hébergeait entre le XVIIe et le XIXe siècle des soldats ottomans. Ceux-ci avaient d'ailleurs leur cuisine, leur boulangerie, leur puits, leur chambre et bien sûr un cachot pour emprisonner tous ceux qui s'aventuraient à prendre Alger et la Mahroussa. Ce fort est un maillon d'une longue chaîne de fortifications qui s'étendait de Sidi Fradj à l'ouest à Temenfoust du côté est. D'où le nom de Temenfoust qui veut dire justement le bras droit, justement qui protégeait la main gauche qui était Alger. Et ça servait surtout pour la protection, la sécurité. Donc il aidait les bateaux et les navires à accoster à Cap Matifou. Il aidait aussi à prévenir au cas d'attaque, comme il s'est passé en 1541 avec Charles Quint, le roi Charles Quint. On dit qu'il a jeté même sa propre couronne juste ici. Donc aussi à tirer des coups de canon à l'arrivée des lettres en provenance de Turquie, donc envoyées par le sultan. Les musées nationaux depuis 1999, ce fort ouvert au public 7 jours sur 7, avec, si vous le souhaitez, des guides fortement expérimentés. Donc un très très beau musée à aller visiter du côté de Temenfoust. Et nous avons donc le plaisir de recevoir le professeur Djamaldine Nibouche. Djamaldine Nibouche, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être là. Merci. Donc vous êtes professeur en cardiologie à la faculté de médecine d'Alger. Oui, madame. Voilà, donc ce matin, nous allons parler, puisque le 17 mai est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Et il y a quelques jours, au niveau de la Grande Poste d'Alger, donc il y a eu une campagne de sensibilisation. Et donc cette maladie qui est assez difficile, donc pour les gens, assez difficile à détecter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, madame. L'hypertension artérielle est une maladie chronique d'abord. C'est une maladie connue de tous, la tension, comme on parle dans notre jargon habituel. C'est une maladie qui reste mystérieuse parce que dans la grande majorité des cas, elle est dite essentielle. Elle se transmet de façon génétique dans la plupart des cas. Cependant, il y a un certain pourcentage de cas qui sont liés à des maladies organiques. En particulier chez l'enfant. Il y a une grande différence entre l'hypertension artérielle de l'enfant et de l'adulte. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes causes. Et c'est une maladie très répandue dans le monde. Dans le monde, la première maladie. Très répandue en Algérie. Je peux vous donner les chiffres exacts, puisque plusieurs études ont été faites en Algérie dans le monde. À peu près un tiers de la population algérienne est hypertendue. Comme dans le monde, 30% à peu près, c'est la moyenne de toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent. En fait, on l'appelle aussi la maladie, on l'appelle le tueur silencieux. Alors pourquoi le tueur silencieux? Parce que c'est une maladie comme beaucoup d'autres, maladie chronique, qui reste silencieuse, c'est-à-dire qui ne donne pas de symptômes au début et qui évolue à bas bruit. On est hypertendu sans le savoir. On est bien dans sa peau, on n'a aucun signe, on se croit en bonne santé, mais on a une maladie en soi qui couve et qui se développe progressivement et qui malheureusement peut arriver à des complications. Et quelquefois, elle est découverte à l'occasion de complications ou d'un retentissement. Quand on fait un bilan, on retrouve des organes déjà abîmés. Et c'est déjà un stade assez avancé. Et c'est bien dommage. Et c'est pour cette raison, comme certaines maladies chroniques, et il en existe beaucoup, doivent être dépistées à temps. Et le dépistage, madame, est fondamental.
c'est la médecine moderne. Et dans la médecine moderne, se sont développés, madame, des outils de dépistage. Et ce sont des outils qui sont d'un emploi très simple. Très simple. Et donc avec le tensiomètre qui est devenu tout à fait automatique. Automatique, et même au niveau du prix, il faut dire que c'est un tensiomètre petit prix. Beaucoup plus sensible, et c'est un tensiomètre qui est bien supérieur en termes de fiabilité que l'ancien tensiomètre. L'ancien, d'accord. Vous avez aussi, je parle d'autres maladies, ce qu'on appelle l'autosurveillance. Le dépistage peut se faire par la personne elle-même. Le dépistage du diabète peut se faire par la personne elle-même en faisant donc une glycémie capillaire par le dextro. Vous sentez mal, vous sentez que vous avez de la température, vous avez un thermomètre. Donc, tous ces outils-là, très simples, très peu coûteux, rendent d'énormes services à l'humanité, pour la simple raison qu'on peut dépister très tôt une maladie qui n'a aucun symptôme. Aucun symptôme. Et c'est le but, nous, justement, vous avez parlé de cette campagne au niveau de la Grande Poste. Nous avons en Algérie élaboré des cliniques mobiles qui se déplacent à l'échelle nationale et qui vont dépister. Le rôle du dépistage, ils vont apprendre aussi à la population comment dépister cette maladie grave. On va parler très rapidement tout à l'heure de la gravité. Dépister par un tensiomètre, et ces cliniques mobiles dépistent le diabète et dépistent l'hypertension artérielle. Ce sont deux maladies chroniques extrêmement néfastes pour l'organisme parce qu'elles détruisent progressivement l'organisme. Et leur association, l'association diabète, hypertension artérielle, est une véritable bombe parce que ça un effet d'accélération du retentissement et un effet d'accélération des complications. Et un malade qui est diabétique hypertendu complique plus qu'un malade qui est hypertendu seul. Donc l'hypertension artérielle, il ne faut pas la voir en tant que telle, comme simple maladie, mais il faut la voir aussi associée à d'autres maladies qui vont encore l'aggraver. Et on parle maintenant de facteurs de risque cardiovasculaires, à savoir le tabagisme, à savoir l'augmentation du cholestérol. Donc il y a un accélérateur ou quelque chose, un accélérateur qui favorise. aggravant. C'est un accélérateur aggravant. Vous avez l'excès de cholestérol dans le sang. Vous avez la sédentarité. Vous avez l'obésité qui pose un problème crucial. L'obésité et l'hypertension vont ensemble. Un sujet qui est obèse développe de l'hypertension artérielle. Absolument. Et un sujet obèse développe du diabète. L'obésité est le centre de beaucoup de maladies et qui donne de l'insulinorésistance. Et l'insulinorésistance va donner plusieurs autres maladies. Ce sont les maladies métaboliques, ce sont les maladies du siècle qui sont très, 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 très difficiles à prendre en charge. Ce sont des maladies qui évoluent avec le temps, mais ce sont des maladies aussi du siècle, ce sont des maladies qui nous donnent des indices sur le niveau de vie d'un pays. Vous savez, nous sommes passés quand même, depuis 1962, de l'indépendance, où la mortalité était assez élevée et que l'espérance de vie était basse, 45%, aux alentours de 45%. Les gens mouraient de la misère, mouraient des maladies infectieuses, du choléra, de la fièvre typhoïde, de beaucoup de ces maladies. Oui. L'hypertension artérielle à l'époque, c'était pas notre préoccupation majeure. Mais maintenant, on ne meurt plus de choléra, il n'y en a plus. On ne meurt plus de paludisme, il n'y en a plus. On ne meurt plus de polymyélite, parce que la polymyélite n'est pas développée. On ne meurt pas de toutes ces maladies. Mais on meurt de quoi? On meurt des maladies des pays riches maintenant, parce qu'on vit mieux, parce qu'on se nourrit mieux,
Parce qu'on a une meilleure médecine qui permet d'allonger l'espérance de vie. Et nous sommes passés de 45% à l'indépendance actuellement à 76 ans, de 45 ans à 76 ans, c'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable comme progrès. Et ce sont des indices frappants de développement des pays. Très bien. Professeur Nibouche, je vous propose de regarder un reportage donc, de Leila Benaïcha qui s'est rendue au niveau d'Alger Centre et qui nous a ramené des images donc, de cette campagne de sensibilisation. On regarde. Le 17 mai, journée mondiale de l'hypertension artérielle, le ministère de la Santé et ses partenaires du secteur ont saisi l'occasion pour organiser une campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète auprès de la population. On est là devant cette semaine de sensibilisation qui est sous le thème de dépistage de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire on doit préciser sur les malades qui sont hypertendus, on va faire le suivi. Est-ce qu'ils sont bien suivis chez ces médecins traitants? Est-ce qu'ils sont en train de prendre leur traitement régulièrement? Donc le but principal de ce thème, c'est de sensibiliser les gens concernant l'HTA. C'est-à-dire, on a remarqué chez certains gens qui sont mal suivis. C'est-à-dire, ils n'ont pas la conscience pour faire le bilan de contrôle chaque 3 mois. On a découvert des malades qui, depuis une année, qui ont fait de bilan, par exemple, de consultation chez les médecins traitants. Le but, c'est de sensibiliser les gens. Maîtriser son hypertension artérielle, c'est maîtriser sa vie. Dans ces chapiteaux, un personnel qualifié est mobilisé pour accueillir les citoyens. On recense plus de 100 cas par jour, bénéficiant de consultations et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète à titre gratuit. Prise en charge extra. Les gens qui sont assignés à cette mission sont très bien. Je suis dans la moyenne. Très intéressante. Elle permet لينا حنا اللي ما نروحوش ولا نعجزوا باش on aille à l'hôpital pour se faire consulter. C'est l'occasion de se faire consulter. Ou le plus important c'est que on se fait pas برك consulter mais يعطونا النصائح وجديد على les deux maladies هذوما. Ils ont remarqué qu'il y a un pic de tension. راح حولونا مباشرة العيادة à côté pour approfondir التحاليل ونشوفوا dû à quoi هذا البيك تاع tension. Une clinique mobile avec son personnel spécialisé et son laboratoire d'analyse viennent renforcer le travail de la campagne sous le slogan « Chemin de la prévention ». Ils orientent le patient vers des médecins spécialistes et livrent des informations et des conseils thérapeutiques précieux pour une bonne hygiène de vie. Par exemple, les patients qui sont hypertendus ou surtout diabétiques, qui ne font pas de bilan régulièrement, on va les orienter vers la clinique mobile pour faire un bilan de contrôle. Comme l'hémoglobine glycée, c'est un marqueur de l'équilibre de diabète pendant 3 mois. On a des spécialistes devant nous, comme des cardiologues et des diabétologues, pour faire le suivi des patients qui sont mal suivis chez les EPSP d'origine. Voilà. On a aussi même du bilan à faire, bilan lipidique, pour les patients qui sont en surpoids, en surcharge pondérale. Maîtriser son hypertension artérielle et son diabète améliore la vie d'une population. Prévenir et sensibiliser sur la maladie réduisent les dégâts et les coûts de sa prise en charge. C'était un sujet de Leila Benaïcha. Professeur Nibouche, donc ces journées-là ont apporté donc, à la population. Vous avez senti réellement on va dire que les gens qui passaient par là, qui ont bénéficié donc, de ce dépistage et surtout de cette prise de conscience? Oui, tout à fait, puisque nous avons des chiffres. À chaque fois, nous faisons notre bilan donc, de ces campagnes.
et nous avons des indicateurs qui nous disent que voilà, il y a un certain pourcentage de patients qui sont nouvellement diagnostiqués. Concernant le diabète et concernant aussi l'hypertension artérielle. Nous avons aussi des indices précis sur l'obésité, puisque nous dépistons aussi l'obésité, nous avons le surpoids. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas uniquement au dépistage. On oriente le patient vers les consultations, là où il pourra évidemment continuer de faire le bilan. Donc pousser la recherche. Tout à fait. On fait un bilan de base, de dépistage, mais lorsque nous dépistons des anomalies, le malade est orienté. Il y a donc une orientation, une fiche d'orientation. Le malade est orienté vers des structures de santé, là où il pourra être pris en charge, exploré de nouveau et pris en charge précocement. C'est ça le but de ces campagnes. Et ces campagnes nous ont absolument beaucoup aidés, puisque nous avons dépisté un nombre important de malades et que ces malades maintenant sont traités et c'est comme ça qu'on évite les complications les plus graves de ces maladies et on diminue la mortalité. Donc faire prendre conscience à ces malades du sérieux aussi du suivi, parce que on va dire que la maladie est dangereuse en elle-même, mais il y a aussi cette espèce de laisser-aller, de j'ai un rendez-vous dans 3 mois, oh c'est pas ce mois-ci, j'irai le mois prochain, ou alors on change de médecin, il y a aussi ça aussi. Donc ne pas avoir toujours le suivi du même médecin, ce sont aussi des choses qui n'aident pas, on va dire, pour suivre cette maladie? Ah oui, vous avez tout à fait raison, madame, de le dire. Nous faisons un travail de sensibilisation. C'est un travail très profond où le malade donc doit absolument, comme vous le dites si bien, se faire suivre par un seul médecin et où le malade doit suivre ses médicaments, où le malade doit prendre au sérieux sa maladie. Et tout ça est expliqué, puisque vous avez vu au niveau des chapiteaux, on explique très bien, on fait même ce qu'on appelle de l'éducation sanitaire d'une part et de l'éducation thérapeutique d'autre part. L'éducation thérapeutique est destinée à suivre le malade, à lui expliquer son traitement, expliquer les complications ou les effets secondaires du traitement et comment suivre le malade et comment le malade peut s'auto-surveiller. Parce qu'il y a une autosurveillance du malade avec des outils donc maintenant modernes. L'autosurveillance de la glycémie, c'est le petit appareil qu'on appelle un glucomètre et qui se fait donc pour la glycémie capillaire. Mais si le malade n'est pas sensibilisé, si le malade n'est pas éduqué, il va utiliser ce glucomètre de façon tout à fait biaisée, anarchique, inappropriée. Et bien sûr, inappropriée. Et ceci va évidemment aller à l'encontre de son équilibre diabétique. C'est pour cette raison qu'il faut l'éduquer, lui dire à quel moment il doit prendre sa glycémie capillaire, comment doit-il faire et comment doit-il régler son taux d'insuline avec son médecin, qui est une prescription médicale, s'il est sous insuline. À quel moment doit-il aller voir le médecin en urgence? Et c'est la même chose avec l'hypertension artérielle, parce que ce sont des compagnes jumelées, diabète, hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, c'est exactement la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'automesure. L'automesure se fait à domicile. Je vous ai parlé tout à l'heure que le diagnostic d'hypertension artérielle est difficile. On croit qu'il est facile, mais il est difficile. Ce n'est pas une prise tensionnelle qu'on prend. On trouve la tension artérielle élevée, au-dessus ou égale de 140, 90, voilà. Donc 14,9, 9 ou bien plus. C'est pas normal, oui, d'accord, mais ça ne suffit pas, madame. Faut-il encore le confirmer? Faut-il encore le confirmer? C'est une prise tensionnelle de consultation où il faut respecter les normes de prise tensionnelle qui doivent être connues. C'est quoi exactement? À savoir 5 minutes de repos, ne pas avoir fumé, ne pas avoir mangé depuis 2 heures, parce que le fait de manger va diminuer, une vasodilatation va diminuer les pressions artérielles. La pression artérielle,
Et le tensiomètre doit être de bonne qualité. Le placer, le tensiomètre, regardez. Au bon endroit aussi. J'ai vu que le tensiomètre, ici, tout à l'heure, à la télévision, était mal placé. Le tensiomètre doit être placé à 3 cm du pli du coude. Le malade dévêtu. On ne peut pas prendre la tension artérielle avec les vêtements. On ne peut pas examiner un malade avec ses vêtements. Ça ne se fait pas. C'est ça la véritable médecine. La tension artérielle se prend sur un malade dévêtu en position assise ou en position couchée. Il y a des normes. Normes de prise avec un tensiomètre qui fonctionne bien. Aux normes internationales validées. Qu'il soit automatique, c'est-à-dire électronique, ou bien que ça soit un appareil anéroïde, l'appareil que l'on voit avec l'aiguille, qui est un ancien appareil. Ces appareils tendent maintenant à disparaître et seront remplacés par des appareils automatiques qui doivent être validés. Validés, j'insiste énormément, il y a beaucoup de marques, mais il faudrait que l'appareil lui-même, pas la marque, soit validé. Alors, pourquoi cet appareil est important ? Donc, demander conseil à son pharmacien en allant acheter ce genre de... Oui, il doit demander conseil à son pharmacien. Et maintenant, nous avons aussi des outils. L'Internet, il peut entrer sur Internet, mettre la marque et mettre le type d'appareil. Et l'Internet pourra lui dire si l'appareil est validé par les instances internationales. Là, c'est important, c'est un outil fondamental. Il faudrait que toutes les familles aient ce type d'appareil à la maison. Donc c'est comme le thermomètre. Autrefois, il n'y avait pas de maison sans thermomètre. Maintenant, c'est le tensiomètre. Le thermomètre est un outil indispensable dans un domicile. Surtout quand on a des enfants. Tout à fait. C'est fondamental. Tout à fait, oui. La même chose pour le tensiomètre. Le tensiomètre va avoir 2 rôles. D'abord, on va prendre la pression artérielle à domicile. Regardez, je vais vous donner quelque chose. Je vous prends l'exemple de l'hypertension artérielle cachée. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était une maladie mystérieuse? Vous prenez la pression artérielle en cabinet médical. D'accord, avec le stress, un petit peu la peur. Que ce soit l'infirmière ou le médecin qui vous la prend. En dehors du stress, vous la trouvez normale. Que dites-vous? Vous allez dire, je ne suis pas hypertendu. Il n'y a aucun problème. Eh bien, c'est faux. D'accord. Pourquoi? Vous devez la prendre à la maison, avec votre tensiomètre, dans votre chambre seule. Il y a aussi un apprentissage de la pression artérielle à domicile, qu'on appelle automesure, avec un appareil oscilliométrique, automatique, posé sur la table, le brassard dévêtu, le brassard à 3 cm du pli du coude, au niveau du cœur. Vous la prenez 3 fois à 1 minute d'intervalle. Maintenant, il faut prendre la pression artérielle 3 fois à 1 minute d'intervalle et on prend la moyenne des 2 dernières mesures. Très bien. Vous allez la trouver élevée. Qu'allez-vous dire? Chez le médecin, elle est normale. À la maison, elle est élevée. C'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle cachée. 20%, madame. C'est énorme. Oui. Ce sont les hypertensions artérielles les plus graves. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à les dépister médicalement. Il faudrait que le malade ait un tensiomètre à la maison et puisse prendre la pression artérielle à la maison pour qu'elle puisse être dépistée. Ou bien par une autre méthode, plus sophistiquée, qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un appareil qu'on va porter pendant qui va se gonfler toutes les demi-heures et qui va nous donner la courbe des 24 heures. Donc, du moment où, par exemple, comme vous nous avez expliqué, si la tension artérielle n'est pas la même chez le médecin et à la maison, là, il va falloir pousser la recherche en utilisant donc cette méthode-là. La pression artérielle peut être normale chez le médecin, élevée à domicile. C'est l'hypertension artérielle cachée. Il faut la traiter, elle est très dangereuse. Deuxièmement, l'hypertension artérielle peut être élevée chez le médecin, normale à domicile. On tranquillise le malade, c'est l'hypertension blouse blanche ou hypertension de consultation. Très bien. À ce moment-là, on surveille le patient parce que ça peut être le début d'une hypertension artérielle. On ne dit pas c'est rien du tout, on ne traite pas. Hypertension de consultation, blouse blanche, on ne traite pas, on surveille le malade parce que c'est un malade
qui a un risque de devenir hypertendu. Troisième situation, la pression artérielle est élevée en cabinet médical, elle est élevée au niveau du domicile. Le malade est hypertendu. Ah, le malade donc est hypertendu. Le verdict est tombé. C'est l'hypertension permanente, confirmée, mais il faudrait aussi refaire les prises, puisque dans le temps, le diagnostic se fait aussi dans le temps quand il n'y a pas d'urgence sur des chiffres tensionnels. Si la pression artérielle est normale chez le médecin et normale à domicile, on n'est pas hypertendu. Alors vous voyez madame, vous allez chez votre médecin, il vous prend la tension, il va vous dire madame, vous avez une tension à 120/80, 12,8. Ah, c'est parfait. On est content, très heureux. C'est parfait, je ne suis pas hypertendu. Non, c'est faux. Vous devez la prendre chez vous. Encore à la maison, donc vous avez dit 3 fois à 3 reprises. Oui, le matin au réveil et la nuit, avant de dormir, pour vous assurer définitivement que vous n'êtes pas hypertendu et que vous devez savoir que l'hypertension cachée existe et que c'est une hypertension dangereuse parce qu'elle n'est pas diagnostiquée. Professeur Nibouche, on sait très bien qu'au départ, c'est une maladie qui n'a pas énormément de symptômes, mais quand même, il y a certains symptômes qui existent, comme par exemple des maux de tête, on va dire un petit peu la vision avec comme ça des mouches volantes. Tout ça, ce sont des petits signes, pas très graves aussi, qui n'alarment pas le malade. Alors oui, parfait. L'hypertension est longtemps asymptomatique. Pendant longtemps, elle grignote l'organisme. Elle fait souffrir les organes nobles. Les organes nobles, c'est le cœur, le cerveau et les reins. Ce sont les 3 organes nobles. Elle les fait souffrir. Et elle va boucher nos artères, surtout les artères des membres inférieurs. On peut arriver à la gangrène des membres inférieurs. D'accord. On parle très souvent de quelqu'un qui est amputé. Tout à fait, mais on parle de diabète, généralement dès qu'on parle d'amputation. Il n'y a pas que le diabète. Passe systématiquement. Il n'y a pas que le diabète. Très bien. L'artériopathie des membres inférieurs, il n'y a pas que le diabète. Il y a le tabagisme, très important, surtout chez le sujet jeune. Il y a le diabète, l'hypertension artérielle, tous ces facteurs de risque. La ménopause chez la femme, bon, elle vient tardivement, mais en fait, le risque doit être évalué parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque, madame, qui s'accumulent et qui vont donner un risque global. C'est en fait le risque global qu'il faut évaluer. Un sujet qui est diabétique peut être hypertendu, peut être obèse. Il faut évaluer le risque. Le risque est très important. Une femme ménopausée n'a pas le même risque qu'une femme non ménopausée. Un sujet de 80 ans n'a pas le même risque qu'un sujet de 40 ans. Un sujet fumeur, tabagique, hypertendu, obèse n'a pas le même risque que quelqu'un qui n'a pas ces facteurs de risque. Donc l'évaluation, madame, doit être globale. On se trompe très souvent en disant, voilà, ce sujet est hypertendu, il a tel risque. Non, il faut voir le risque global. Alors les signes, madame. Les signes, c'est le mot de tête d'abord. Le mot de tête ici, au niveau de l'arrière de la tête. Angoissant. On se dit peut-être c'est de l'arthrose. C'est de l'arthrose. On va chez le médecin, il prend la tension, elle est normale. Il faut la prendre à domicile. Il faut avoir ce réflexe. Maintenant, il faut le savoir. Deuxièmement, il y a les bourdonnements d'oreilles. Bourdonnements d'oreilles, on va chez l'ORL. L'ORL doit prendre la pression artérielle et dire au malade de la prendre à domicile. Encore un autre réflexe. On a les scotums. Les scotums, vous savez, on vous dit, voilà, je vois des étoiles. Alors quelqu'un qui voit des étoiles, surtout quand il tousse, parce qu'il augmente la pression au niveau de l'air, ce n'est pas normal. C'est qu'il a un problème. Et s'il consulte un ophtalmologiste, il va peut-être rien trouver. Et s'il ne prend pas sa pression artérielle à la maison et en dehors de la maison, on ne saura pas s'il est hypertendu. Vous avez raison d'insister sur ces signes qui sont très souvent méconnus. Méconnus, peut-être même des fois ignorés. Ignorés et surtout, ce sont des signes qu'on néglige très souvent. Il y a aussi un autre signe. Et un autre signe que beaucoup ne connaissent pas, l'essoufflement à l'effort. Vous montez quelques marches,
qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est la fatigue. Non, c'est fatigué. Non, c'est pas la fatigue. Très bien. Quand on est essoufflé tout le temps, quand on remarque que l'essoufflement est anormal, que c'est un phénomène nouveau, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas dire que c'est rien. C'est l'âge. Non, il faut consulter. Car l'essoufflement peut être le début d'une des complications les plus redoutables du cœur, qui est l'insuffisance cardiaque. Très bien, merci beaucoup, professeur Nibouche. Peut-être un dernier mot, un dernier conseil pour les gens qui sont, ceux qui sont, on va dire, diagnostiqués hypertendus et ceux qui ne le sont pas. Donc, quels sont les bons gestes à avoir dans les bons au quotidien? gestes, la médecine moderne, maintenant, nous donne entre les mains des outils qu'il faut utiliser à bon escient, qui vont nous rendre énormément service. C'est le dépistage. J'insiste sur le dépistage de toutes les maladies. Vous savez, un sujet à partir de 40 ans doit faire un taux de PSA. Le taux de PSA, c'est pour la prostate. On va donc dépister très tôt le cancer de la prostate, avant que ce soit trop tard. Maintenant, le frottis du col utérin, c'est aussi un moyen de dépistage. La mammographie est aussi un moyen de dépistage. Madame, la médecine moderne a mis entre les mains de l'humanité des outils très simples qui permettent de dépister très tôt des maladies, car la maladie, quand elle a évolué et qu'elle arrive à un certain stade, devient difficile à traiter et augmente la mortalité et les mauvais résultats thérapeutiques. Très bien. Professeur Nibouche, merci beaucoup donc, je vous en prie, madame. de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé donc, sur cette maladie, enfin, que ce soit l'hypertension ou le diabète, et en même temps donc, toutes ces actions que vous faites pour le dépistage et inciter les gens à aller vers un dépistage et surtout un suivi, que ce soit médical ou à la maison. Merci beaucoup, professeur Nibouche. Je vous en prie, madame. Merci. Au revoir. Donc nous continuons toujours notre émission Bonjour d'Algérie continue, donc avec un sujet de Samia Bahrour qui nous amène à la découverte d'un nouveau sport, c'est le breathwork. On regarde et on revient juste après. Fraîchement débarqué des États-Unis, le breathwork est une technique de méditation active basée sur la respiration par hyperventilation afin d'explorer ses émotions. Explication avec la coach internationale Naila Terki. Donc la méthode que j'ai créée personnellement est une méthode qui est inspirée de différentes méthodes, entre autres la Transformational Breath, la respiration transformatrice, qui est une méthode américaine qui est très très puissante, c'est la plus puissante au monde qui existe actuellement, puisqu'elle nous permet de libérer via le souffle, avec le souffle, en utilisant cet ingrédient-là qui est majeur, la respiration, on va libérer les émotions qui sont dans le corps, qui sont dans les tissus cellulaires. On va aller chercher l'information, parce que puisqu'on rentre en conscience modifiée avec le souffle. Et la particularité de cette respiration, c'est qu'on n'utilise pas juste le souffle, on va utiliser le souffle, le son. Le son est très important parce que il fragmente les nœuds qu'il y a dans le corps. Quand on va respirer, il y a des nœuds qui vont remonter à la surface, il y a des douleurs qui vont se manifester, il y a des choses qui vont remonter, et le son nous permet et de libérer et de fragmenter. J'ai souhaité accompagner Naila quand elle m'a proposé, j'ai souhaité lui dire oui, pour découvrir et en même temps diffuser cette pratique en laquelle je crois énormément, puisqu'elle m'a moi-même beaucoup aidé. Et cette expérience a été pour moi magnifique de voir toutes ces femmes. On n'avait que des femmes inscrites, sauf un homme qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc de voir finalement toutes ces mémoires qui étaient présentes, qui se sont exprimées. Cette méthode met en valeur les bienfaits du pouvoir du souffle afin d'améliorer notre qualité de vie et débloquer des émotions enfouies, mais aussi une thérapie pour soulager la douleur. Moi qui suis facilitatrice, donc j'aide les gens à respirer, facilitatrice en breathwork, ce qu'on appelle, on est les accompagnateurs des respirants, on va
appuyer sur certaines zones du corps chaque zone est reliée au psychique. Donc on appuie dans cette zone où la douleur se manifeste pour libérer, et souvent il y a une mémoire qui revient, donc ça peut revenir sous forme d'image, ça peut être une révélation, une sensation, une prise de conscience, ça peut être plein de choses. Une expérience qui attire de plus en plus d'adeptes. Au moment de la respiration, c'est vrai qu'on se sent tendu, on a des tensions au niveau du corps et tout, mais après, vers la fin, on se sent complètement détendu, calme, serein d'esprit. C'est magnifique. Je souhaiterais que tout le monde vive cette expérience. Honnêtement, j'ai voyagé dans le plus profond de moi-même et je suis si reconnaissante qu'il y ait de ce type de technique ici en Algérie. Dépasser son angoisse, ses émotions enfouies, ses traumatismes, juste en respirant, est désormais possible grâce à cette méthode, afin de se relaxer et de se libérer. Voilà, donc bien respirer pour se relaxer. C'est ce que j'ai fait pendant le reportage. Merci, merci Samia Bouarour. Et donc pendant ce temps-là, m'a rejoint Rosa Bouali. Rosa Bouali, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Donc merci d'être là. Merci à vous de. Voilà, donc tu es artiste peintre. Voilà, exactement. Voilà, artiste peintre, autodidacte. Tu nous viens de Tizi Ouzou. Oui. Donc tu étais là hier pour être prête pour ce direct ce matin. Merci beaucoup d'avoir été là. Rosa, parle-nous un petit peu donc de ta passion, de comment t'es venue donc cette envie déjà de travailler la matière, que ça soit le dessin ou même comme on peut le voir, des objets en plâtre et en ciment blanc. Bonjour Myriam, déjà merci de m'avoir invitée aujourd'hui. C'était avec un énorme plaisir d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour nous. Donc je vais vous parler aujourd'hui un peu de ma patience. Ma patience par rapport à tous les arts, presque. Donc j'ai commencé à jeune âge, donc j'ai commencé à 15 ans à la Maison de Culture de Tizi Ouzou. J'ai touché un peu à tout, au dessin en crayon d'abord. Puis au dessin en crayon de couleur, la gouache, aquarelle, puis j'ai fini par toucher un peu à la peinture. Donc j'ai fait des tableaux en peinture à l'huile. C'était une passion, c'est un don, j'ai voulu le développer. Puis après, donc, j'ai fait mes études en architecture. Je suis architecte de formation. Donc tu n'étais pas très éloignée de tout ce qui était papier, crayon, matière. Oui, exactement. Et tout. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi l'architecture. En premier lieu, j'ai fait maths info. En bad, c'était pas mon truc. C'était pas ça que tu aimais. Voilà, ça ne te parlait pas. J'ai fait une année ici à Babzouar. Oui. En bad, j'ai pas pu tenir. Très bien. Donc, tu as été vers un très beau métier qui est architecte. Voilà, exactement. Puis, donc, j'ai continué toujours à faire des activités culturelles, soit à la maison de culture ou à l'université. Et dernièrement, j'ai fait une exposition au Palais de la Culture. Donc, c'était une exposition, ils m'ont invité par l'Association nationale des architectes. Donc, c'était une exposition d'art et d'architecture. D'accord. J'ai exposé mes tableaux. Et récemment, je voulais essayer la poterie. Donc, j'ai toujours aimé faire la poterie en argile. Je voyais ma grand-mère qui faisait. Donc, des ustensiles de cuisine, oui. Ça a toujours été les femmes, que ce soit berbères ou dans d'autres régions, qui travaillaient l'argile, donc qui faisaient tous ces ustensiles du quotidien, en passant de la marmite jusqu'à la grande sahfa où on roule le couscous. Oui, exactement. Voilà. Donc, je voulais essayer, je me suis dit pourquoi pas, donc, mais je voulais ajouter une touche moderne. Donc, l'argile, j'ai essayé, oui, mais je voulais essayer aussi le plâtre et le ciment blanc, puisque je suis dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Donc, voilà. Tu voulais travailler ces matières qui sont difficiles à travailler. Ça n'a absolument rien à voir avec l'argile. Avec l'argile, oui. Donc, comment j'ai fait? J'ai confectionné mes propres moules avec du carton. Donc, je faisais du recyclage, mes propres moules. Je coule. Et une fois sèche, donc je fais ma touche traditionnelle. D'accord, tu démoules. Tu ponces aussi, j'imagine, une fois démoulé.
je démoule et je les lisse. Et puis, une fois sèche, c'est bon, je fais mes motifs berbères. D'accord. Donc, comme on peut le voir, donc, tu nous as ramené quelques objets, Rosa. Donc, quelques objets. Certains sont en plâtre et d'autres sont en ciment blanc. Je fais les deux. Je fais le plâtre parce que c'est facile à sculpter et le ciment blanc parce que c'est plus dur. Donc, c'est pour la durabilité de l'objet. Donc, c'est des objets décoratifs. Voilà. Très joli. En tout cas, c'est très joli, c'est très graphique. Merci beaucoup. J'aime bien aussi toutes les dimensions. J'aime la taille que tu as choisie. Donc, ni trop grand, ni trop petit. Voilà, moi, je trouve ça très beau. Après, j'ai choisi un design un peu plus moderne. Il y a la touche traditionnelle, oui, mais je voulais qu'il soit un truc moderne parce qu'on est dans la modernité et tout. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une exposition à la Maison de Culture. J'ai intitulé l'exposition Quand l'identité rejoint la modernité. Parce que la forme, c'est moderne, mais le motif, c'est traditionnel. D'accord, donc voilà. Tu gardes toujours la touche traditionnelle. Voilà. D'accord, pour ne pas perdre ni les origines, ni sa propre histoire en fait. Oui, exactement. Très bien. Voilà. Donc cette exposition, c'est à la Maison de la Culture Mouloud Mamri? Oui, c'est à la Maison de Culture, c'est dans le cadre du mois du patrimoine. C'était l'initiative de notre club scientifique Archeco, donc Patio Club. Je les salue parce que je suis aussi enseignante vacataire au sein de l'université Mouloud Mamri. Donc je fais le module d'art graphique puisque j'aimais toujours l'art. Du coup, ils m'ont donné le module. Très bien. Voilà. Du coup, je les salue, c'était leur initiative et j'ai exposé mes objets. Voilà. Très bien. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qui est poterie. Bon, c'est pas encore de la céramique, mais tu fais aussi donc de la peinture. Oui, je fais de la peinture à l'huile. On va pouvoir voir, je pense, en même temps. Oui. Donc quelques tableaux que tu as fait. Donc, qu'est-ce que tu travailles de préférence et quelles sont tes... Voilà, donc on a déjà une de tes toiles. Donc c'est quelle matière? C'est au crayon de couleur. Pour celle-ci, c'est des crayons de couleur. D'accord, c'est au crayon de couleur. Oui. Donc j'essaie toujours. Je commence par des trucs réalistes, donc des visages réalistes. En bas, je mets ma touche toujours. D'accord. Voilà, donc. C'est une toile, une peinture à l'huile. Une peinture à l'huile. Toujours une belle maison traditionnelle. Dans le traditionnel. Beaucoup de couleurs, donc. Beaucoup de couleurs. C'est positif, Voilà. Donc, autre chose, une autre thématique, j'imagine. Donc, au gré de tes envies, de tes sentiments, de tes pensées profondes, j'imagine. Oui, exactement. Voilà, donc on continue. Tu as peut-être une petite préférence pour les femmes? À un certain moment. Un certain moment, d'accord. Oui. Donc, il y a pas, généralement, c'est toujours comme ça chez les artistes. À chaque fois, ça change. Je fais quelque chose, en bas, je change. C'est l'école classique. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que quand, par exemple, tu te mets à peindre une toile, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que les autres toiles que tu peins par la suite ont toujours un rapport avec celle du départ ou non, c'est toujours différent chaque fois que tu entames une toile? En général, ça suit. Je commence par une thématique, je suis dans la thématique. Je fais une série de tableaux. En bas, je change la thématique. En général, c'est ça. Voilà, donc là, on peut voir un cheval entre ombre et lumière. Là, c'est des tableaux décoratifs beaucoup plus. Donc, j'aime bien le fond noir et la touche. En fait, tu explores toutes sortes d'ambiances. Hein. Donc, on est parti des maisons fleuries à d'autres visages un petit peu en décomposition. Voilà, exactement. Voilà, donc, c'est des objets. Très, très bien. Celle-là, c'est la fresque. Voilà, ça, c'est une fresque. Celle-là, c'est des objets en argile. En argile. Et en parlant d'argile, donc on disait tout à l'heure que tu aurais besoin d'un four à céramique parce que qui travaillait l'argile, on a systématiquement besoin d'un four. Oui, exactement. Voilà. Parce que
je fais le plâtre et le ciment blanc, mais je veux bien essayer l'argile et le céramique. Voilà, l'argile céramique pour la cuisson, donc four à cuisson. Bah, écoutez, on lance un appel donc, à toute personne qui pourrait aider donc, cette jeune artiste à acquérir un four, donc un petit four pour pouvoir faire cuire ses céramiques. Parce qu'en fait, c'est un processus indispensable. Donc l'argile doit cuire systématiquement et ensuite pour pouvoir après faire tout ce qui est dessin ou décoration. Voilà, oui. décoration. Oui, oui. Donc je lance cet appel parce que je veux bien essayer l'argile et le céramique. Du coup, j'aurais besoin de ce four. Super, j'espère que donc qu'il y aura des personnes qui pourront t'aider. Rosa, je te propose de suivre avec nous. Donc on va revoir un petit peu toutes tes toiles avec une petite musique. Dans ton monde, tu as énormément de travail surréaliste. Donc franchement, c'était la musique qu'il fallait pour un petit peu nous amener en voyage à travers ton travail. Rosa, donc je te dis merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, tu nous juste redonnes les dates de l'exposition. Donc à Mouloud Maamri, la Maison de la Culture, c'est de quelle date à quelle date? C'est passé, donc c'était le jeudi passé. C'était le jeudi passé. Oui. Bah, c'est pas grave. Donc, qui m'a une foule, qu'une prochaine. Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Une prochaine exposition, oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Rosa Bouali, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À vous, et bonne continuation. Et j'espère que tu auras ton four pour faire cuire tes céramiques et tu nous reviendras avec des céramiques émaillées cette fois-ci, Inch'Allah. Inch'Allah, oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Très bien. En tout cas, ravie de t'avoir reçu, Rosa. Ravie aussi, donc c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous et marhaba bek à n'importe quel moment. Merci. Voilà, les programmes de Bonjour d'Algérie continuent, donc je vous laisse apprécier ces images.
Voilà, c'était de très très belles images d'Alger, de certains de ces jardins que moi j'apprécie personnellement. Et m'a rejoint entre-temps Yazid Ait Mahidine. Yazid, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bismillah. Allez, bismillah. Tu sais très bien que j'aime beaucoup ces jus, c'est mes préférés. Trop sucré, hein. Trop sucré. Il faut éviter le sucre. Il faut des jus quand même moins sucrés, plus naturels. Bah oui, on sait très bien en plus que le sucre est une addiction. Et le sucre, on le trouve déjà dans l'orange, donc pourquoi en ajouter? D'accord. Voilà. Bon, alors, Ah oui. oui, effectivement, c'est vrai. Bah, écoute, il y a énormément d'associations qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour diminuer le taux de sucre, que ce soit dans toutes les boissons gazeuses ou les jus ou autre chose, et même aussi dans tout ce qui est gâteaux, petits gâteaux. Tout est vraiment extrêmement sucré. Et je suis venu parler de l'addiction et de certains comportements dans l'addiction à la drogue et les gens qui consomment et ce fléau qui est en train de pratiquement d'envahir la société. Voilà. D'accord. Notamment comment s'y prendre sur le plan de la prévention, sur le plan de la communication, autant sur le plan digital et dans l'espace public. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se faire, Yazid? Oui, puisque la dernière fois on en a parlé et je me suis dit pourquoi les stars, les people n'interviennent pas assez dans ce processus de prévention, dans la communication sociale. Et d'un coup, je vois la police algérienne, la DGSN, a invité donc la star du feuilleton Dama, où il a participé à un spot de prévention et de sensibilisation contre la consommation de la drogue et de la toxicomanie. Une bonne initiative, puisqu'on sait très bien que déjà les plus jeunes, donc qui sont les plus sensibles, ont cette espèce on va dire, de rapport avec les personnalités où on essaye de faire comme eux. Donc effectivement, c'est une bonne idée d'utiliser ce moyen-là. Oui, parce que le problème est énorme. C'est un phénomène dangereux. C'est une nébuleuse aussi, puisque vous savez que, je pense qu'il y a une année, les services de police ont pratiquement démantelé un réseau. Il y avait 1 600 000 psychotropes. C'est quelque chose d'horrible. C'est-à-dire que ce fléau, cette drogue touche les enfants. Les enfants, effectivement, le problème est là, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes à s'adonner à des drogues, à essayer des drogues. Oui, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait des intervenants au niveau des quartiers. Celui qui va au moins la bonne parole. Mais cette bonne parole, elle fait défaut. Il y a un déficit en manière de communication. Comment s'y prendre avec ces jeunes? Comment leur montrer le droit chemin? Comment les amener à quitter Parce que c'est vrai qu'il y a la désintoxication, il y a aujourd'hui des centres contre la dictologie, donc pour lutter contre la dictologie, mais comment déjà amener ces jeunes carrément à ne plus fréquenter ces foyers de délinquance et comment ils peuvent, à travers le sport, à travers la culture, à travers la foi, à travers des comportements sociaux positifs, comment ils vont trouver, par exemple, un modèle qui peut les amener à changer. On l'a vu dans le spot de la police nationale par rapport à un jeune, une star d'un feuilleton qui a raflé tous les records en matière d'audimat. Oui, et là, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes peuvent aujourd'hui s'identifier à quelqu'un qui leur dit qu'il faut jeter cette cigarette ou non, c'était surtout maintenant c'est les psychotropes. Les psychotropes. C'était une capsule. Carrément, il l'a jeté. Et ça, c'est un. Et puis, aujourd'hui, les maisons de jeunes doivent être à l'intérieur aussi des immeubles, parce qu'aujourd'hui, il y a un immeuble, mais il n'y a rien.
Il y a un stade peut-être, il y a un petit jardin, mais il n'y a pas les équipements nécessaires à la jeunesse. Il n'y a pas aussi le travail de sensibilisation. Personne n'ose dénoncer ou y aller parce qu'on ne peut pas y aller frontalement, parce que ça va créer des conflits. Mais comment trouver le geste qui sauve comment développer, comment qu'il y ait une inclusion de ces jeunes dans des milieux positifs, dans des initiatives positives, dans des initiatives liées au sport, liées à la culture, liées à la musique, liées au travail solidaire, liées au travail pour l'environnement, les scouts musulmans aussi. Oui, ils font un travail colossal aussi dans... Le Croissant Rouge algérien. Donc il y a quand même tout cet tissu associatif qui doit s'intégrer pour former pratiquement une équipe commando contre la consommation et contre, parce que on est vraiment... c'est une nébuleuse. Oui, et puis, en fait, oui. Du côté de nos frontières ouest, c'est très dangereux ce qui se passe aussi, parce que la drogue est liée, parce que ce trafic est lié, donc il faut faire face. C'est pratiquement un travail colossal qu'il faut faire. Et ça se répercute sur les familles, parce qu'il y a des familles qui se sont éclatées. Qui se sont éclatés parce que cette drogue, elle a envenimé ce cercle familial, parce que les parents ne savent pas à quel sens... Je pense que les parents aussi ne trouvent pas comment oui, ils sont réagir. Désemparés. Ils sont désemparés devant un enfant très jeune. Ils n'ont pas l'information. Comment faire? Comment le conseiller? Surtout si cette consommation coïncide avec cette affirmation de l'adolescence. C'est très grave comment s'y prendre. Il faut qu'il y ait de la parole, il faut qu'il y ait au niveau des intervenants sociaux, il faut qu'il y ait une formation de toute une équipe d'intervenants sur le plan social qui peuvent aider les familles pour résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas uniquement un problème de désintoxication, un problème de lutter contre la dictologie. Je pense que le phénomène, c'est comment intervenir dans l'espace public. Comment essayer d'aider ces enfants, ces jeunes, à intervenir dans l'espace public. Voilà. Donc, je répète, en fait, aujourd'hui, sur le plan digital, donc il faut qu'il y ait quand même tous ces stars, toute cette sphère people qui doit participer à ce long processus de lutte de prévention et de lutte contre la toxicomanie et la drogue, et puis sur le terrain, dans l'espace public. Donc il faut aussi trouver des intervenants qui peuvent montrer à ces jeunes le droit chemin, comment les amener, comment les intégrer, comment qu'il y ait une action inclusive avec ces jeunes pour leur permettre de participer, d'être des citoyens positifs dans l'espace public. Très bien. Merci beaucoup, Yazid. Merci beaucoup, Tamara. Oui. Pour ne pas dire c'est bon. Merci beaucoup, Yazid, de nous avoir parlé. Atek Saha, donc merci d'être venu, de nous d'avoir sensibilisé. C'est vraiment un fléau et un problème qui touche toute la société algérienne et le monde entier. Donc rendez-vous dimanche. Inch'Allah. Avec mon papillon. Avec ton papillon et moi. Et voilà. Avec notre acolyte. Jawda Gassouma, il sera là. Voilà. Donc, merci beaucoup, Yazid. Merci. On continue avec une chanson de Nadia Weld Moussa, Negleb Zidane. Voilà, je crois que c'est ça. Negleb Zidane, oui, c'est ça. Voilà.
شفتيني وثنايا لؤلؤية وتجافى وهو قاتل بعيوني أشهلية قلت مهلا يا غزالي لحظك تركي غزالي أنت سلطان الجمال فترفق Donc voilà, de retour avec cette magnifique voix. Nous avons le plaisir de la voir sur le plateau. Nadia Ould Moussa, merci d'être là, bonjour. Merci Faiza, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Voilà, donc votre concert se passera ce soir. Ce soir, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaydoun. Voilà, donc et le titre, en fait, le titre, c'est Ala Awthar al-Andalus. Ala Awthar al-Andalus, oui. J'avais beaucoup de propositions et j'ai choisi cette phrase qui en dit beaucoup. Awthar al-Andalus, exactement, avec toutes les rimes et toutes les mélodies musicales andalouses. Très bien. Donc on pourra découvrir donc ce soir énormément Inch'Allah. Il y aura aussi de la nouba. Donc, il y aura une nouba, il y aura aussi des houeza, du mrarbé, un peu de variété aussi, parce qu'on pense à pratiquement tout le public, à ce public qui est fervent de musique andalouse certes, mais aussi qui voudrait se défouler et apprécier à sa juste valeur cette soirée. Effectivement, donc on sait très bien que la musique andalouse est une musique très douce, reposante, apaisante, mais après aussi de temps en temps, il faut quand même un peu. Il faut bouger un peu, voilà. Effectivement. Donc, parlez-nous un petit peu donc, du clip. Je vous ai demandé juste quand vous étiez en train de vous installer. Oui. Ce clip a été fait en 2018 à oui, peu près, juste, c'est-à-dire c'était un avant Covid, quoi. Voilà, parce que vous savez, on a eu un passage à vide où on n'a pas beaucoup travaillé. Et donc, juste avant, on avait fait ce clip à Mostaganem, exactement à Jannat al-Arif de la Zawiya Alawiya. Justement, qui m'ont cédé leur beau site, si vous avez remarqué, c'est magnifique. C'est extrêmement beau, vraiment bien mis en image et en harmonie, en accord avec cette chanson que vous interprétez magnifiquement bien aussi. C'est quand même une chanson du terroir, hein, un Inqalab Zidane qui est connu, que j'ai peut-être un peu arrangé, pour qu'il soit apprécié par les gens qui veulent bien qu'il y ait un peu de moderne. Ils en ont marre de tout ce qui est trop... Effectivement, en plus même, on aime bien comme ça, chaque fois qu'un artiste reprenne la chanson, mais avec sa propre touche, sa façon à lui. Exactement. Et puis juste après, c'est une chanson connue de la musique andalouse, avec d'autres arrangements, vraiment une toute autre musique. C'était une expérience et je pense qu'il a quand même assez de succès, ce clip. Oui, il a été apprécié par moi, je l'ai apprécié beaucoup, voilà. Effectivement. Donc, il y avait donc Mina Abed, on parlait de ce clip donc, tout à l'heure. Donc, on a dit pour ce soir, Ala Awthar al-Andalus, on peut un petit peu donner encore un peu plus de détails. Cette soirée, vous savez que ça fait pas longtemps que j'ai fait une soirée du 14 janvier à Ibn Zaydoun, toujours dans le même contexte. J'avais travaillé avec le chef d'orchestre bien connu, le maestro Ketb Naguib. Et la soirée était magnifique, elle s'est bien passée, elle a été aimée et à sa juste valeur.
Et cette fois, j'ai choisi un autre maestro qui est Monsieur El Hadi Boukoura, chef d'orchestre des Beaux-Arts, un ami en même temps et un grand artiste. Et encore une fois, un excellent orchestre. Donc, on a décidé de faire toujours dans le même style, Nouba, Houeza, et puis on a rajouté en plus une chanson de Abdel Hadi Boukoura, parce qu'il est en même temps compositeur. D'ailleurs, il vient de faire un livre qui est vendu, qui a été édité, tout ça. Effectivement. Pour ses belles poésies. Et voilà, donc je pense que ça sera une soirée qui sera appréciée par les gens qui viendront à la salle Ibn Zeydoun à 19h. À 19h, donc ce soir, à la salle Ibn Zeydoun à 19h ce soir. Nadia Ould Moussa, donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, puisque déjà vous avez commencé à début des années 80, donc fin des années 70. J'ai commencé très tôt la musique andalouse. Bon, je l'ai commencé... je ne me rappelle pas n'avoir pas chanté un jour, c'est clair, pour vous donner un peu mon parcours artistique. J'ai toujours chanté, mais j'ai commencé la musique andalouse d'une façon académique à l'âge de 11 ans. Très bien. Ce sont vos parents qui vous ont, aiguillé? Mes parents sont de fervents mélomanes, ils jouent aux instruments, ma mère a fait l'école aussi. Donc ça allait de soi que... Oui, voilà, c'était évident chez nous, c'était tous les jours... on ne pouvait pas ne pas aimer cette musique. Oui, effectivement. Surtout quand on est bercé dès notre enfance avec. Oui. Exactement. Voilà. Donc, vous avez aussi, donc, vous me disiez que vous avez créé une association. Oui, donc, vous savez, comme mis à part la musique, j'exerce un métier noble qui est celui de la médecine. Donc, je travaille à Borj Barerech et à Alger. À Borj Barerech avec mon époux qui est dermatologue. On a un cabinet de groupe. On m'a sollicité pour donner la première bouture de musique andalouse à Borj Barerech. Je l'ai fait avec plaisir et avec beaucoup de passion. Et on a eu beaucoup de retours. Les Borgiens étaient très très réceptifs à cette belle musique. Et bon, après, je me suis déplacée et tout, mais les associations continuent toujours. À travailler. Oui, voilà. Ils ont vraiment des enfants très doués et ça commence vraiment à se connaître à Borj Barerech. Étant donné que ça fait des années que vous êtes dans ce milieu-là, est-ce que vous n'avez pas ressenti que ces dernières années, que vraiment, on va dire ces 3-4 dernières années, il y a une espèce d'engouement et un retour, on apprécie. Exactement. Parce qu'il fut un temps où c'était un peu démodé, c'était un peu de l'ancienne musique, mais là, je sens que même les jeunes reprennent Oui, les jeunes reprennent le flambeau. Et ça, c'est surtout dû aux réseaux sociaux. Effectivement. Ils ont beaucoup aidé les jeunes à trouver déjà plus facilement les morceaux à apprendre. Avant, c'était vraiment le secret. Pour donner un morceau, c'était tout un tralala. C'était très compliqué. Très compliqué. Oui. Là, maintenant, il suffit d'aller sur, par exemple, le portail du répertoire musical algérien et vous avez tous les morceaux qui ont été interprétés par Sidi Ahmed Serri, il y en a même l'école de Tlemcen, Haj Saré, il y a aussi l'école de Constantine. Donc vous avez pratiquement tous les morceaux avec les détails, avec le solfège, avec les textes. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple. Voilà, on peut même démarrer en étant pratiquement. Et comme il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui, ils aiment bien tout ce qui est simple. Bah oui, il faut le dire. Ils aiment bien dès que ça commence à être compliqué. Voilà. Et en même temps, ils ont les moyens. Tous les moyens sont là. Pourquoi ne pas les utiliser? Exactement. Effectivement, il y a du bon quand on sait comment. Et puis il y a le travail des associations qui est très très important. Ils sont en train vraiment de se donner à fond pour apprendre à ces enfants-là. Parce qu'en fait, ils ont beau écouter ça sur Internet, ils auront toujours besoin d'un professeur pour les orienter. Il ne faut pas que ça fasse truc trop froid, trop... Voilà. D'accord. Donc, obligatoirement, être dans un groupe et avoir les conseils, l'expérience aussi des à la bonne enfants. école, voilà. D'accord, très bien.
Donc, encore parler un petit peu de musique andalouse. Oui. Vous m'avez dit donc le dernier concert c'était au mois de janvier, donc aujourd'hui aussi un concert. Vous prévoyez quelque chose donc pour l'été, pour la période estivale? J'aime bien laisser oui, les suspens. Vous avez l'habitude, là, vous avez réagi. Non, mais c'est sûr que je ne vais pas m'arrêter là. J'y vais doucement et sûrement pour rester toujours pour garder mon style, mon image. Je ne voudrais pas me casser. Oui, voilà. oui. Oui. Et donc, il y aura quelque chose, il y aura beaucoup de choses, mais toujours dans un même cadre. En fait, à chacun son style, à chacun, moi je pars de ce principe. Vous êtes assez, on va dire, pas conservatrice dans le mot négatif, mais au contraire, vous aimez Non, bien je suis conservatrice. Hein, tout ce qui est Nouba, la Nouba, je suis conservatrice. Je le dis haut et fort. D'accord. Je n'y touche pas. On ne revient pas dessus. Ah, je ne reviens pas dessus. Très je parle bien. de la Nouba. Oui. D'accord. Oui. Mais sinon, non, je suis très cool. Je peux ramener de nouveaux morceaux. Si ça me plaît, j'apprécie ceux qui font du beau. Voilà, moi j'écoute, quand c'est beau, j'accepte, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fermée, je ne suis pas carrée. D'accord. Et même quand on sort un peu des sentiers battus, parce qu'on sait très bien qu'il y a certains styles musicaux qui sont en train d'être, qui sont là ces dernières années, vous les appréciez? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas systématiquement, je ne parle pas uniquement de l'andalou, hein, je parle dans tout ce qui est... J'ai tout à fait compris. D'accord. Je ne juge pas. Tant que c'est beau à l'oreille, c'est propre surtout, là c'est bon, j'adhère. Très bien, très Voilà. bien. Mis à part l'andalou, allez, on va vous poser une question un petit peu, on va sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous aimez comme style musical? Ce que j'aime le charqi, j'adore le charqi. D'accord, alors les deux, j'aime aussi, oui. J'adore. Et puis, je me dis, d'ailleurs, même quand j'étais toute jeune, mon professeur, je lui disais, j'aurais aimé apprendre le tarab, Keltoum. Quand j'écoute ça, je ressens, c'est très beau. J'aime aussi la chanson française, tout ce qui est Aznavour, Edith Piaf, ce qui est classique. D'accord. Et puis, c'est surtout ça. Là. D'accord, très bien. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on a quand même un peu les mêmes goûts musicaux. On doit être de la même génération, peut-être. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est nostalgique, la musique, c'est la nostalgie. Exactement. Hein. Je me souviens très bien que moi, étant très jeune, ma mère écoutait Keltoum, Abdelhalim Hafez, Maïdat El-Hannaoui, tout ça, moi. Donc tout ça, on était bercés, même Georges Ouessouf aussi. Exactement, pour plus récent. En français, Demis Roussos, Aznavour. Oui, de très très beaux classiques que maintenant, comme vous l'avez dit, donc grâce aux réseaux sociaux, des fois j'entends mes filles qui n'ont absolument pas le même répertoire que moi chanter ou écouter certaines musiques. Oui, en ce moment, c'est ce que je vois avec ma fille. Voilà. Je lui dis, mais ça, c'est notre musique. Je dis, oui, mais qui nous a initiés? C'est pas moi. Non, ils sont en train d'écouter. En fait, ils sont assez fermés quand c'est nous qui proposons. Oui. Mais quand ça vient des réseaux sociaux, on les laisse. Je me dis, c'est pas grave, tant que le message est là. C'est bon. Et voilà, merci beaucoup. Donc, juste on rappelle l'heure et l'heure pour ce soir. Ça sera à la salle Ibn Zaidoun, le rêve Riyad Fath. Je remercie d'ailleurs Monsieur Memoun aussi pour son hospitalité. Il m'a toujours encouragée. Je remercie aussi tout le staff qui est technique et tout de la salle Ibn Zaidoun. Donc ça sera à 19h, jeudi 25 à 19h. Donc ce soir. Et j'espère qu'on va passer une belle soirée. Inch'Allah, j'imagine, les gens ne doutent pas. Voilà, bon courage pour ce soir. Et moi aussi, donc je profite de l'occasion pour remercier tous les techniciens, tous ceux qui sont en régie, tous ceux qui ont participé à la préparation de notre émission de Bonjour d'Algérie. Voilà, on est arrivé à la fin, c'est déjà fini. Je vous dis, restez sur les programmes de Bonjour d'Algérie et à la semaine prochaine. Au revoir.